d'aller au musée et d'aller voir nos joyaux, nos instruments de physique, j'aimerais bien vous parler un peu de l'histoire. D'abord l'histoire en 2-3 mots de ce musée, et puis l'histoire avec un grand H qui tourne autour de tous ces instruments. Vous verrez et vous comprendrez pendant la visite que ça a quand même son importance. L'histoire de l'école, l'histoire des instruments, par qui ils ont été achetés. Vous verrez aussi quand on sera là au-dessus dans le musée qu'ils sont pratiquement tous de fabrication allemande, on se pourrait se poser la question, et il y a tout à fait une raison. Donc je crois que les deux sont vraiment intimement liés, et on va passer une dizaine de minutes, un quart d'heure ici, à parler un peu du côté historique. Alors le musée, il a pris naissance en 2001-2002. Le thème de l'école, le thème de l'année de l'école, ici à Saint-Roch, c'était pour fêter les 50 ans des humanités, et on avait choisi comme thème le patrimoine de l'école. Et un petit groupe de professeurs de physique ou de maths, dont M. Emanuel et moi-même, on s'est réunis pour essayer de remettre à l'honneur le patrimoine scientifique de l'école. On savait qu'il existait au 3e étage, là au-dessus, dans les greniers, une pièce, qui s'appelle le grenier Histoire, dans laquelle étaient rassemblés tous les anciens instruments physiques de l'école, qu'on avait placés là parce que, au fur et à mesure qu'ils devenaient un peu obsolètes, qu'ils étaient un peu cassés, qu'ils ne correspondaient plus au programme que l'on devait enseigner aux élèves, et il y avait des professeurs bien consciencieux, dont M. Emanuel, qui au lieu de les jeter, comme ça s'est fait dans toutes les autres écoles, eh bien les ont remisés là-bas au-dessus dans le grenier. On avait une très très grande école, avec beaucoup de place, beaucoup de pièces, donc on avait de la chance, on pouvait entreposer ça quelque part. Dans les autres écoles, le seul endroit où on pouvait les entreposer, c'est dans la poubelle. Donc c'est ça que nous, on a la grande chance de les avoir conservés, ces instruments, et que dans les autres écoles, ils ont disparu. Alors quand on a commencé à refrotter ces instruments, et à mettre un petit peu en valeur leur côté esthétique, vous verrez, c'est des instruments en acajou, en cuivre, en chêne. On était un peu frustrés, et on s'est dit pratiquement tout de suite qu'il fallait absolument les faire fonctionner. Mais alors vous imaginez bien que là au-dessus n'étaient pas entreposés dans des belles caisses en carton avec les modes d'emploi juste à côté, donc certains instruments on ne savait même pas à quoi ça servait. Ceux que l'on devait brancher à l'électricité, on ne savait pas quelle tension il fallait leur donner. Donc on est allé fouiller dans d'autres greniers pour trouver, enfin on espérait trouver des notes d'anciens professeurs de physique qui auraient été consciencieux et mettre un petit peu de notes et des schémas à noter. Et on a trouvé même plus, bien plus. On a trouvé l'histoire de toute l'école, l'histoire de tous ces instruments. Et depuis lors, je crois que c'était un peu difficile pour nous de faire la séparation entre les deux, entre le côté scientifique et le côté historique. Donc on a toujours travaillé là-dedans avec l'aspect historique et l'aspect scientifique. Quand on fera la visite du musée, chaque fois on essaiera de trouver une petite anecdote pour vous dire oui mais cet instrument-là, dans notre école en particulier, était utilisé pour ceci ou pour cela. Donc c'est vrai que c'est vraiment des instruments qui font partie du patrimoine de Saint-Roch. Ce n'est pas simplement une bête exposition d'instruments de physique. Alors la deuxième partie, c'est concernant l'histoire de ces instruments. Et c'est une histoire très très particulière. Et comme toutes les histoires, elle pourrait commencer par « Il était une fois ». Il était une fois des pères lazaristes allemands qui arrivent à Theux en 1878 pour y fonder un institut d'enseignement allemand. Alors là, déjà quelques questions. Des lazaristes, on connaît mieux en Belgique les jésuites. Les lazaristes, c'est aussi une congrégation. Leur vrai nom, c'est Congrégation des prêtres de la mission de Saint-Vincent de Paul. C'est une congrégation qui a été fondée en France, à Paris, par Saint Vincent de Paul en 1625. Et lorsque Saint Vincent a installé cette congrégation dans l'ancien prieuré Saint-Lazare à Paris, on les a affiliés alors d'un petit sobriquet, d'un petit surnom, lazaristes. Donc, congrégation des prêtres de la mission de Saint Vincent de Paul. Leurs objectifs, il y en avait 3 principaux: faire la charité, prêcher la mission, et surtout enseigner dans des collèges et enseigner dans des séminaires. Alors ce ne sont pas ces lazaristes français qui nous intéressent, nous, ce sont des lazaristes allemands, et les maisons de lazaristes, elles se sont ouvertes bien plus tard, dans les années 1850. D'après M. Emanuel et moi-même, dans les archives que l'on a retrouvées ici à l'école, les Allemands possédaient 5 maisons de lazaristes en Allemagne. D'après Paul Berthollet, qui est peut-être mieux informé que nous, il en a dit 7. Donc il y avait une dizaine de maisons de pères lazaristes en Allemagne, avec les mêmes objectifs: faire la charité, aider les plus pauvres, enseigner et prêcher la mission. Alors qu'est-ce qu'ils viennent faire ici à Theux en 1878? Là, il va falloir ouvrir vos bouquins d'histoire, vos manuels d'histoire. Avant 1870, l'Allemagne est terriblement morcelée. Ce sont des petits royaumes, des petites principautés, etc., avec un grand royaume au milieu, qui est la Prusse, dirigé par le roi Guillaume Ier et son premier ministre Bismarck.
Et un des rêves de Guillaume Ier et de Bismarck était de réunifier territorialement l'Allemagne. Et c'est ce qui va se faire lors de la guerre contre Napoléon III, contre la France. Déjà un petit peu avant la guerre, toutes les régions du Nord s'étaient ralliées à la Prusse, et lors de la guerre contre Napoléon III, certainement aussi par élan patriotique, tout le Sud alors s'est rallié à Guillaume Ier pour vaincre Napoléon III. Fin de la guerre, Guillaume Ier remporte la victoire et se fait, anecdote, couronné empereur dans la galerie des Glaces à Versailles. C'est un joli pied de nez vis-à-vis de Napoléon III. Donc voilà un des premiers rêves de Bismarck, qui est devenu maintenant chancelier, et de Guillaume Ier, qui est empereur allemand, pas empereur d'Allemagne, réalisé. Je vais aller relativement vite. Et il y avait encore un deuxième rêve, c'était réunifier les mentalités allemandes. En Allemagne, il y avait les protestants, il y avait les catholiques. Guillaume Ier et Bismarck étaient protestants. Et Guillaume Ier voyait d'un très mauvais œil l'influence que pouvait avoir la religion catholique sur le peuple allemand. Donc son but était d'affaiblir, on peut même peut-être aller jusqu'à dire anéantir l'influence que pouvait avoir la religion catholique sur le peuple allemand. On a fermé les écoles catholiques, on a fermé des monastères, des couvents, on a emprisonné des prêtres un peu récalcitrants, des évêques ont aussi été emprisonnés, et cerise sur le gâteau, en 1873, des lois ont été promulguées interdisant à toutes les congrégations de jésuites, de lazaristes, de chanoinesses aussi. Il y en a qui connaissent l'école à Jupille, c'est aussi des chanoinesses qui venaient d'Allemagne, d'avoir des instituts d'enseignement en Allemagne. En gros, on les foutait dehors. Donc leurs premières réactions ont été d'aller s'implanter, d'aller rejoindre des maisons de lazaristes dans les différents pays, notamment en Hollande, au Portugal, en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et puis deuxième réaction, essayer de trouver dans les pays limitrophes de l'Allemagne des endroits où ils pourraient ouvrir des écoles allemandes. Et donc dans les années 1878, ils ont pris contact avec l'évêque de Liège, Monseigneur de Montpellier, pour voir s'ils ne possédaient pas des terrains à bâtir, voire des bâtiments vides dans lesquels on pourrait ouvrir un institut allemand. Et Monseigneur de Montpellier venait justement d'acheter à Theux, dans le centre de Theux, une grosse maison qu'on appelait à cette époque-là la maison Ancé, qui s'est appelée, quand Monseigneur a acheté, la maison de Monseigneur, qu'on appelle maintenant la maison Bûche, donc rue au Vémont. Monseigneur avait acheté... C'est vrai ? Numéro 80. Ah ça je sais pas. Monseigneur l'avait acheté dans le but d'y ouvrir une école primaire catholique pour garçons. À Theux, il y avait l'école communale pour les filles, il y avait l'école communale primaire pour les garçons, il y avait l'école des filles de la Croix, donc l'école catholique pour les filles, mais pas encore d'école catholique pour les garçons. Donc on avait acheté le bâtiment, faute de moyens, on n'y a pas fait grand-chose. On avait juste aménagé, paraît-il, une petite pièce au rez-de-chaussée pour y loger l'aumônier des sœurs, mais c'était resté dans son jus après la vente. Et donc Monseigneur de Montpellier va faire d'une pierre deux coups. Il accepte de louer les bâtiments aux lazaristes ainsi que les bâtiments qui sont alentour et les champs qui sont derrière, les prairies qui sont derrière, mais à une condition que les lazaristes ouvrent 2 classes d'école primaire pour les garçons. Et c'est ce qui va être fait. Donc en 1878, débarquent à Theux, rue au Vémont, quelques-uns, pas beaucoup, ils étaient une petite dizaine de pères lazaristes allemands et une petite dizaine d'étudiants aussi. Et allemand, évidemment. Alors, c'était bien un collège allemand. Les cours sont donnés en allemand par des prêtres allemands, des étudiants allemands qui provenaient en général de la région d'Aix-la-Chapelle et Cologne. Très très peu d'élèves, là-bas je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu, quand ils sont arrivés ici, très très peu d'élèves de la région. Et là-bas, c'était une condition, c'était de savoir, de connaître l'allemand et de se débrouiller en allemand. Alors on ne sait pas très très bien pourquoi. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de publicité? Est-ce qu'il y avait une bonne réputation? Mais la population des élèves a très très vite augmenté là-bas. Donc on se trouvait à l'étroit dans les murs. Première conséquence, l'école primaire, les 2 classes d'école primaire, hop, on les sort des bâtiments et on va les mettre dans ce qui est maintenant le cercle catholique. Qui n'est plus le cercle. Ah, c'est plus le Qui était racheté par l'école primaire. Ah, ben voilà. Donc ça avait déjà 2 classes en plus. Mais ce n'était pas encore suffisant. Donc on reprend contact, les pères lazaristes reprennent contact avec l'évêque de Liège pour savoir s'ils ne peuvent pas acheter la propriété. Parce que pour construire, évidemment, il faut être propriétaire des terrains sur lesquels on veut construire. Et là, l'évêque refuse. Je sais pas très bien pourquoi, mais l'évêque ne veut pas vendre les bâtiments et la propriété aux pères lazaristes. Donc c'est sûr et certain que le père n'allait pas rester à Theux, en tout cas rue au Vémont.
Je vais passer relativement vite les étapes suivantes parce que sinon alors, oui, parce que sinon on va prendre beaucoup plus de temps. Un premier déménagement, fin 79, fin 78, ils sont restés 1 an rue Auvémont. Ils s'en vont à Andrimont, près de Verviers. Là, ils acquièrent une belle propriété beaucoup plus grande. C'est l'ancien Home du Châtelet, c'est ça? Andrimont. Et puis 1 an après, en 80, donc il ne reste qu'un an là au-dessus, en 80, ils arrivent, par toute une série de hasards, à acquérir une belle propriété ici, celle dans laquelle on se trouve, à Marché, qui est en fait une maison de campagne. C'est une propriété privée, elle appartient à un certain monsieur Grandjean, qui est un riche négociant verviétois. Sa femme, Madame Chapuis, s'il y a des verviétois, ils connaissent évidemment, c'est l'arrière-petite-nièce du fameux martyr Chapuis de la place du Martyr, hein, qui a été tué après la Révolution. Et c'est une splendide propriété, pas énormément de bâtiments pour y implanter une école, mais 10 hectares de terrain. Alors si je vous ai fait commencer la visite ici, c'est parce que voilà sur le mur la propriété telle qu'elle devait apparaître lorsque les pères sont arrivés. On se trouve ici, dans ce que nous on appelle la maison Grandjean. Alors évidemment là tout au-dessus, les ruines du château. On le verra peut-être tout à l'heure en battant dans le parc, ou ceux qui connaissent évidemment la folie, ici qui est dans le parc. Ce qui ressemble à une guillotine là-bas. Vous allez le voir mieux sur la photo qui va passer. C'est une balançoire en fait. Et vous voyez, un beau parc à la française et énormément de propriétés de terrain, de bois qui se trouvent là-bas derrière. Donc s'il n'y a pas énormément de bâtiments pour y implanter l'école, il n'y a pas de problème, il y a des terrains assez pour construire. Ceci, on le verra aussi, c'est une orangerie. Alors on ne sait pas pourquoi le peintre l'a laissé aveugle, parce qu'il y a des petites niches qui sont là au-dessus, il y a des grandes portes vitrées. Qu'est-ce qu'on reconnaît encore? La maison du bailli, pour ceux qui sont évidemment qui connaissent. Et alors en plein milieu de la cour se trouvait une grande serre métallique. Cette serre, elle a été démolie vers les années 1900, mais vous verrez, on en verra encore une partie dans la cour. Il reste quelques éléments de cette serre. Voilà, pour le début de l'histoire. Alors pour la suite de l'histoire, on va aller la faire en visitant et en regardant un peu les bâtiments. Ce sera quand même plus intéressant que simplement écouter. Elle est quand même encore là, sauf son chapeau. Donc c'était bien dans leur projet de faire une grande cour carrée. S'ils avaient été jusqu'au bout, ça veut dire que la maison du bailli devait disparaître, évidemment. La maison Grandjean, celle-ci devait disparaître aussi. Et le premier bâtiment qu'ils ont construit, on dit qu'ils l'ont construit un peu à l'image de la maison de Monseigneur Ratteux, c'est-à-dire un truc cubique, qui n'est pas du tout dans le style de ce qu'eux envisageaient, aurait dû partir aussi. Donc ça, c'est le premier bâtiment qu'ils ont construit en arrivant, puis alors ils ont commencé à construire ici, mais d'abord un étage, puis un deuxième, et puis alors les combles. En 1886, c'est la seule date que l'on connaît exactement, c'est la chapelle, et puis seulement après, le bâtiment, le scolastique, donc le bâtiment de l'école normale. En 1900, tout s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi. Donc il n'y a plus rien qui a été construit, ils ont construit le préau à l'intérieur de la cour d'honneur, et puis plus rien d'autre. Tous les bâtiments qui existaient avant l'arrivée des pères Lazaristes, ce sont tous les bâtiments qui sont en fait. Ouais. Voilà la fameuse orangerie. Vous avez peut-être vu sur la photo, c'était quand même bien chez les familles chics d'avoir en été dans les jardins des orangers, des citronniers, un peu des arbres exotiques. Mais malheureusement, ils ne supportent pas trop l'hiver, donc on les rentrait dans l'orangerie. Voilà le dos de la maison du bailli. Et le premier bâtiment construit par les pères, c'était donc celui-là. Donc ce gros bâtiment rectangulaire, il n'y avait pas encore de préau, rien du tout. Donc voilà une vue un peu avant 1900. On remarque que devant la maison Grandjean, là, à la place de ce truc machin d'Azar, il y avait une splendide loggia, C&M, qui veut dire deux choses. Collegium Marianum, c'était le nom de l'école, mais aussi congrégation de la mission. C'est aussi leur titre, congrégation des prêtres de la mission. Et on retrouve au-dessus une flèche
avec une girouette. Et bon, peut-être que Bernard le voit. 1864. Ça n'a rien à voir avec l'école avec les pères Lazaristes, c'est tout simplement la girouette qui se trouvait au-dessus de la serre. C'était les grands gens, tout à fait. Le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de toutes les découvertes au niveau de l'électricité, etc. Dès qu'il apparaissait quelque chose de nouveau dans le monde, eh bien hop, les pères s'en emparaient pour l'utiliser, soit pour améliorer le confort de leur école, soit tout simplement pour enseigner à leurs élèves. Et il y a plein de petits repères ici, je vais vous montrer 2 ou 3. Ils ont enseigné en allemand jusqu'à la Eh oui, Ah oui, jusqu'en 19, oui. Et dans la région, on ne parlait pas allemand, alors les Eh bien, élèves... les élèves venaient d'Allemagne. Je venais d'Allemagne, il restait tout un trimestre. Envoyé un petit prospectus. C'est une feuille A4 pliée en 2 qui mettait dans les boîtes aux lettres là-bas en Allemagne. Et je vais simplement lire la toute première ligne. Le but de notre institut est de donner l'occasion aux parents catholiques d'offrir une éducation chrétienne à leurs fils ainsi qu'une formation scientifique. Les 2 mots sont vraiment mis, c'est assez étonnant. Alors évidemment, ici, c'était le pied pour les pères lazaristes. Il y a d'abord 2 ruisseaux, la Hogne et le Pré-l'Évêque qui vient de la colline, et ils vont s'en servir abondamment. Et puis alors, on a la ligne de chemin de fer qui longe la propriété. Donc pour les faire venir, c'était pas très compliqué. Il faut bien vous dire aussi qu'un internat, à cette époque-là, c'était pas rentrer tous les week-ends chez soi. On rentrait une fois par trimestre. Donc ils restaient ici pendant 2, 3, 4 mois, sans retourner chez eux. Donc il n'y avait aucun problème. Bon, on n'était quand même pas 1000 comme on a 1000 élèves maintenant à l'heure actuelle. Je crois qu'ils ont été jusqu'à 300 personnes au total, prêtres, frères et étudiants ici dans les bâtiments. Il y avait des dortoirs dans les étages, là tout au-dessus. Et il y avait toute une vie qui s'organisait. Les pères vivaient pratiquement en autarcie. Ils avaient leur potager, ils avaient des ateliers de cordonnerie, des ateliers mécaniques. Est-ce qu'il n'y a même pas une horlogerie ou quelqu'un qui était... Pas que je sache. Et donc, ils avaient aussi une porcherie, ils avaient des poules, ils avaient tout ce qu'ils voulaient ici. Ils étaient adorés par la population aussi, parce que tous les jours, ils offraient à manger aux plus pauvres. Il y avait des grilles qui étaient là-bas, tout près du réfectoire, et tous les jours, à midi, il y avait la soupe pour les plus pauvres de ceux. Unité de l'époque, évidemment. À l'époque, l'école était vraiment une école hyper moderne. Quand on dit ça à nos élèves maintenant, ils rigolent, parce qu'on voit les bâtiments. Ces petites taches blanches que vous voyez là sur les murs. Et puis il y en a aussi sur le mur de l'école normale là-bas. On a regardé une photo, on a trouvé pas mal de photos des pères lazaristes ou des diapositives sur des plaques en verre. Et donc voilà une photo d'une procession qui part du bâtiment là-bas et qui arrive à la chapelle. Bon, la procession, c'était pas vraiment important. On a appris qu'ici, en 1894, les pères lazaristes fabriquaient leur propre électricité. L'électricité à Theux n'est arrivée qu'en 1911, pratiquement 20 ans après. Donc au départ, ils faisaient ça avec une machine à vapeur et une dynamo. C'était du courant, 65 volts continu. En 1909, ils ont leur construit, mais là on n'aura pas le temps d'aller voir, au fond du parc, un barrage sur la Hogne pour un petit peu stabiliser le niveau de l'eau de la Hogne et tout un biais à l'intérieur du parc. Et ils ont construit une turbine. Donc cette turbine fabriquait aussi, par l'intermédiaire d'une dynamo, du courant qui était amené par des grands câbles tout le long, tout à l'intérieur du parc. Donc l'eau chutait sur une hauteur de 3-4 mètres, de 3 mètres, sur les pales d'une turbine qui tournait, qui actionnait alors une dynamo. Le courant produit n'était pas utilisé en direct parce que les fluctuations du cours de la Hogne auraient fait qu'on avait des ampoules qui clignotaient. Donc le courant était amené dans une cave ici en dessous de ce bâtiment-là pour charger des gros accumulateurs. On vous en montrera là au-dessus une soixantaine de gros accumulateurs comme des piles rechargeables. Et donc là ça développait du 110 volts au maximum. 110 volts continu. Petite anecdote, on aime beaucoup le patrimoine à Saint-Roch, cette installation a continué à être utilisée jusqu'en 1970. Moi j'étais chargé de remplacer les ampoules dans tous les bâtiments. Deuxième chose, c'est en dessous d'une des 2 tacs, peut-être bien celle-ci, se trouve ce qu'on appelle un bélier hydraulique. Alors là, c'est une vieille invention, c'est les frères Montgolfier qui ont inventé ça. C'est une pompe 1790. Qui utilise simplement la force de l'eau pour remonter une partie de l'eau dans des grandes citernes qui se trouvaient là-bas au 3e étage. Et donc, avec une série de canalisations et de robinets, on avait l'impression d'avoir l'eau courante, de l'eau ménagère évidemment. Ce n'était pas de l'eau potable puisque c'était de l'eau du Pré-l'Évêque
qui montait là-bas au 3e. Il y avait des douches aussi à l'époque à Saint-Roch et il y a beaucoup de chances qu'elles aient été plus ou moins chauffées. On avait aussi là-bas derrière une brasserie. C'était aussi un signe de modernité parce que c'était boire d'un liquide qui était beaucoup plus convenable que boire de l'eau de la rivière, des choses comme ça avait été bouilli, etc. Il y avait aussi un séminaire ici. C'est facile, vous avez la matière première sur place. Donc les séminaristes logeaient ici. Quand on est arrivé avec Hans pour déblayer un peu ces greniers, il y avait encore des grandes tiges verticales en fer métallique qui descendaient des plafonds avec des petits crochets sur lesquels on déposait des tiges métalliques horizontales et on mettait des grands rideaux ou des tentures. Et ça fait des petites loges. Certainement un lit de chaque côté de la porte. Et les portes, là, c'était des petites remises pour y mettre leurs vêtements, leurs bouquins, etc. Ils avaient des petites tables de nuit. Et ça aussi, dans les archives, on a vu qu'en hiver, la première chose à faire qu'ils devaient faire en se levant, c'était de casser la glace sur leur bassin. Il y avait quand même le chauffage, puisqu'il y a une grosse plaque en fer, vous voyez, au milieu. Et alors, une cheminée qui est là. Mais ce n'était pas suffisant, évidemment, pour réchauffer un truc comme ça. Alors, on les logeait ici à l'étage, et pour leur confort, entre guillemets, la première chose qu'ils devaient faire le matin en se levant à 4 h du matin, c'était d'aller prier. Donc, pour ne pas les forcer à redescendre les 72 marches et aller dans la chapelle qui se trouve ici, on a alors construit pour eux une petite chapelle là-bas plus loin, qu'on appelle la chapelle des séminaristes. Et c'est là qu'on a fait notre musique. C'était le seul endroit où on était sûr de ne pas se faire déloger. Ici dans l'école. Voilà, l'aventure du courant électrique, ça a commencé en 1800. Ceci, c'est l'électricité statique. Ça, ce sont des phénomènes connus depuis l'Antiquité. Donc ceci se passe avant 1800. Oui, il faut savoir que l'atome est composé d'un noyau chargé d'électricité positive. Autour tournent des électrons, comme dans un système planétaire, solaire, tournent des électrons qui sont chargés négativement, et les deux s'équilibrent électriquement parlant. Si maintenant, d'une manière ou d'une autre, on arrache quelques électrons ou on en ajoute quelques-uns, l'atome devient chargé d'électricité, on l'appelle un ion à ce moment-là. Cette machine-ci, qui date pas l'appareil lui-même, mais c'est le principe de la machine, date du XVIIIe siècle, il arrive à extraire des électrons d'une des boules pour les ajouter dans l'autre. Donc les deux boules sont chargées d'électricité, l'une positive, l'autre négative. Et quand le différence de potentiel est devenu suffisamment élevé, il se fait une décharge à travers l'air. Donc l'équilibre électrique se refait par cette décharge sous forme d'étincelle. Il faut savoir que si l'étincelle à travers l'air mesure 1 cm, c'est qu'on a affaire à 10-12 000 volts. Bon, ici, on a, je sais pas, quand même bien 15 000. Voilà, quelque chose de pas très agréable quand on ramasse une décharge. Enfin, ou bien quand on sort de la voiture qu'on a roulé, surtout dans un air bien sec, la carrosserie s'est chargée d'électricité et en mettant le pied au sol, on ramasse une petite décharge. Voilà, je charge cette pièce portant des morceaux de papier, une forcément d'électricité d'un des deux noms, et vous voyez que les papiers se relèvent parce que chargés d'électricité du même nom, ils se repoussent les uns les autres. Ce qu'on peut répéter avec une personne en la chargeant, et on voit le phénomène avec les cheveux. Ça monte. Évidemment, c'est un peu de magie. C'est moi
je mets ma main, ça ne doit servir à rien. Ah non. Oui, c'est... Plaque supérieure, métallique, et en dessous, on a déposé des petites boules de papier argenté, comme on dit, récupérées autour du chocolat. Alors, électriquement parlant, peuvent être attirés par la plaque chargée. Si ça marche. Si ce n'est pas trop humide. Voilà. Alors, elles sont attirées. Quand elles vont cogner la plaque, elles se chargent d'électricité de la plaque. Sinon, ça ne va pas trop. Je crois que c'est trop humide. Et alors, quand elles se sont chargées de la même électricité que celle de la plaque, elles se font repousser. Arrivé en dessous, elle se décharge et le petit jeu recommence. Bon, ici, il ne recommence pas puisqu'il n'a même pas commencé. Et de la manière que vous savez, le pendule se fait attirer, frappe le timbre, est repoussé, frappe l'autre. Je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas cette fois-ci. On le voit, mais d'habitude on l'entend aussi. Alors, en 1800, l'Italien Davy a inventé la pile, c'est-à-dire un petit appareil qui fabrique un courant électrique. Donc les électrons, au lieu de s'accumuler et puis à un moment donné se décharger parce qu'il y en a trop, circulent de manière bien régulière. Alors son expérience, la voici. Il a pris une plaque d'écume et une plaque de zinc. Et de l'acide sulfurique, très dilué. Voilà, une plaque de cuivre, un tissu sur lequel je vais mettre de l'acide sulfurique dilué. Je crois que ça ne fonctionne guère. Voilà. Puis, une plaque de zinc. Et si maintenant, entre ces deux plaques, je relie quelque chose, donc voilà un fil attaché à chacune des plaques. Si ici, je relie quelque chose, eh bien, il y a des électrons qui vont se déplacer d'une des plaques à l'autre et traverser l'objet qui est ici, donc qui sera traversé par un courant électrique. Je vais faire un deuxième exemplaire de pile, une plaque de cuivre, le tissu avec l'acide sulfurique.
et puis une plaque de zinc. Et ces deux éléments, ces deux génératrices, je vais les mettre en série, en mettant le cuivre de l'une sur le zinc de l'autre. C'est-à-dire que je forme une pile dans le sens habituel du mot. J'empile ces objets. Alors, ce fil-là, je n'en ai pas besoin. Je prends celui de la première plaque de cuivre avec la dernière plaque de zinc. Et voilà le petit moteur de jouet extrait d'hélicoptère qui tourne. Ou bien ceci, qui est un appareil qui bourdonne, mais qui doit être traversé par le courant dans le bon sens. Voilà, on l'entend chanter. Alors après cette découverte-là, il y a eu un remue-ménage invraisemblable dans le milieu des scientifiques qui se sont mis à chercher, je dirais, dans deux sens. Premier sens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec ce courant électrique? Et puis, essayons de comprendre tout ce qui est possible avec tout ce à quoi on peut s'attendre avec ce phénomène. Donc ça, c'est en 1800. Depuis le clocher, ici à l'école, il y en a toute une série qu'on a dû utiliser, notamment pour les téléphones. Ça, c'est la pile de Grenet, puis il y en a des quantités. Dans les livres des lazaristes, il y en a un qui est entièrement consacré aux piles. Ce n'est qu'une liste de types de piles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Plus tard, le français Planté a inventé ce qu'on appelle un accumulateur. Ça, c'est dans les années 1850. Alors ça se présente à peu près de la même manière. Voilà un exemplaire avec des plaques de plomb. Alors celui-là, et le liquide est aussi de l'acide sulfurique dilué. Alors celui-là ne donne rien du tout. Mais si on envoie du courant dedans, donc avec une autre pile ou plus tard avec les génératrices électromagnétiques, il se fait une modification chimique qui, après, peut se refaire dans le sens inverse. Donc ceci, pour le moment, elle est chargée, je l'ai chargée il y a 2 semaines. Elle peut donner du courant, bon, ce n'est pas suffisant pour que ça fasse une étincelle, mais par exemple, on pourrait montrer que, on peut le montrer avec ça, elle donne du courant. Mais je le fais qu'à petit coup parce que c'est trop. Oui. Et celui-ci. Voilà. Alors, l'intérêt des accumulateurs par rapport aux piles, c'est évidemment qu'on peut les recharger et réutiliser une quantité de fois. Maintenant, pas de piles rechargeables, mais sur les accumulateurs. Il y a ça. Et puis, un deuxième avantage, c'est que dans les piles, la résistance intérieure est très forte. Donc, si par exemple j'utilise cette pile-ci, je branche quelque chose dessus, le courant, il fait le tour. Donc, il passe aussi par la pile. Alors, si la pile a une forte résistance, forcément, l'appareil qui est branché dessus reçoit moins de courant. Avec des accumulateurs, c'est tout autre chose parce que l'accumulateur a une résistance interne très très faible. Ce qui fait que, par exemple, l'accumulateur d'une voiture automobile, quand il envoie son courant dans le moteur qui s'appelle démarreur, ça monte encore bien des 45 ampères et le moteur, à ce moment, le démarreur peut à ce moment-là entraîner le moteur de la voiture pour qu'il se mette en marche. Bon, alors, avec des piles, qu'est-ce qu'on a fait? Une quantité de choses. J'oublie de dire que
Ce qu'on a constaté d'abord, c'est que l'électricité a un effet thermique. Si le courant passe dans un conducteur, il s'échauffe. L'utilisation, nous la connaissons, cuisinière électrique, radiateur électrique, ampoule à incandescence, etc. Il a un effet chimique. C'est avec l'électricité qu'on a décomposé plein de corps pour découvrir des nouveaux produits chimiques. Bon, on connaît bien la décomposition de l'eau en hydrogène et en oxygène. Et aussi l'effet contraire, la galvanoplastie, enlever du métal d'une plaque d'or par exemple pour la déposer sur une plaque de cuivre. Puis un effet magnétique, c'est-à-dire que le courant qui passe dans un conducteur crée un champ magnétique, comme si c'était un aimant. Alors je vais illustrer ce détail-là. Voilà une boîte avec de la limaille de fer. Si je prends la bobine que voici et que je fais passer dedans le courant de cet accumulateur qui fait 1,8 volts, alors ce bobinage de fil de cuivre isolé se transforme en aimant. Preuve, la voici. Et si je coupe le courant, il cesse d'être un aimant et il abandonne la presque totalité de ses limailles. Alors ça, l'effet électromagnétique, il est à la base des moteurs électriques et des génératrices électriques, des dynamos et alternateurs. Je veux dire beaucoup de fils. Je l'ai relié à cet instrument de mesure qu'on appelle un galvanomètre qui mesure des millivolts. Je vais le décaler. L'aiguille, c'est une aiguille qui est suspendue à un fil. Et bien, si je passe l'aimant dans la bobine, je crée un courant. Comme ceci, le courant passe dans un sens, ce que montre bien l'aiguille. Si je tire dans l'autre sens, le courant passe dans l'autre sens. Et si je ne bouge plus, il n'y a plus de courant. Ça, c'est important pour qu'un aimant puisse induire un courant électrique dans une bobine. Il faut que ce champ magnétique change, soit parce qu'on fait bouger l'aimant ou la bobine, peu importe, un des deux, ou bien parce que le champ magnétique change d'intensité. Ça va? Paris a inventé une bobine d'induction. Je vais en montrer une plus simple. Voilà ce que c'est. Ici, il y a une bobine de fil isolé dans lequel il envoie du courant d'une pile. Or, le courant des piles, c'est du courant continu. Donc, il crée un champ magnétique, je dirais, stable, qui reste invariable, sauf s'il coupe la pile et puis la remet. Alors, voilà une bobine dont voici le début, dont voilà la fin. Cette bobine, je vais la placer autour de l'autre. Et bien, si maintenant, dans la première bobine, j'envoie un courant variable pour que le champ magnétique qui est créé soit variable, alors dans celui-ci, un courant électrique s'induit, apparaît. Et comme ici, il y a beaucoup plus de spires que dans l'autre, aux deux bornes de cette bobine-là, la tension sera beaucoup plus élevée que celle qu'on envoie dedans au départ. Alors, je montre maintenant cette bobine-ci. Il y a deux bobines superposées comme là-bas, elles sont cachées. Il y a une première, la bobine primaire, dans laquelle je vais envoyer du courant continu, quelque chose comme 9 volts. Et pour ne pas tout le temps décharger les piles, j'ai pris un appareil comme ceci, mais c'est du continu.
Alors, pour que ce courant change, ce qui est nécessaire pour que le champ magnétique soit variable, on a eu l'idée de mettre un système comme on a dans les sonnettes, c'est-à-dire que quand je fais ceci, le noyau se transforme en électroaimant, il attire le marteau. Quand le marteau est attiré, il coupe le courant qui vient de la pile. Comme le courant est coupé, il n'y a plus d'aimant, le marteau revient. Il rétablit le courant, il fait ça tout le temps. Alors le fait qu'il y a coupure, remise du courant tout le temps, très rapide, il y a induction d'électricité, et comme le nombre de speeds sur la bobine secondaire est très très grand, on obtient le courant de haute tension. Donc comme ceci, disons qu'on a 1 centimètre là entre la pointe et la plaque, j'ai donc là un courant de 1000 volts. Je dis bien un courant et pas seulement de courtes détaches comme là-bas de 1000 ou 2000 volts. Donc ici il y a réellement un courant électrique. Mettons celui-là, beau travail d'un homme qui travaille le verre. On y a fait quasiment le vide, on l'a soudé, mais on a laissé dedans une toute petite quantité de gaz quelconque. Alors, si je raccorde ça aux 2 bornes de la bobine de Ruhmkorff, j'aurai la même chose que là, sauf que, comme à l'intérieur du tube, la pression est beaucoup moins faible qu'ici dans l'atmosphère qui nous entoure, je puis obtenir une étincelle plus longue. Alors comment en plus on a mis dedans un produit différent de l'air et qu'en plus on a colorié une partie du verre, on obtient donc un bel effet plus ou moins spectaculaire. Je puis éteindre les lampes s'il le faut. Non, non, c'est très bien. Alors ça, je crois bien que c'est du néon. Non, des vapeurs de mercure. Donc ce sont des longs tubes qu'on a vidés d'air, puis on a mis une gouttelette de mercure dedans, et quand le courant passe, ben, ça fait cet effet. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est rouge, je ne sais pas combien. C'est bien. Je ne sais pas combien du néon, je ne suis pas certain. On a choisi souvent néon pour cette tube-là. Utilisation suivante. En 1895, Röntgen en Allemagne a inventé ou a découvert les rayons X, ceux qui servent à faire des radiographies. Voilà des lampes de rayons X. Et bien pour les faire fonctionner, on se sert d'une bobine de Ruhmkorff. Par exemple ce tube-ci, on branche la bobine de Ruhmkorff là et là. Donc il y a un jet de décharge électrique comme ça, qui en passant bombarde cette plaque oblique. Alors cette plaque oblique envoie des rayons électromagnétiques, dont des rayons X, pour faire des radiographies. Je ne les fais évidemment pas fonctionner. Eh bien ici, au Collegium Marianum, le père Votruba a travaillé avec ça à partir de 1896, à partir de mai 1896. Et l'invention date de décembre 1895. Donc, c'est dire à quel point il s'était tenu au courant. Voilà le schéma du montage qu'il avait fait à la salle de physique. C'est tiré de son cahier de notes. Et voilà des tubes qu'il utilisait. Alors, on a ici quelques-unes des radiographies qu'il a réalisées. Eh oui. Alors, il y en a où effectivement il y avait une raison de faire une radiographie parce que manifestement il y a une fracture.
Mais pour la plupart, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que ce sont des radiographies qui ont été faites pour des raisons didactiques. Pour montrer aux élèves ce que c'est les radiographies, ce que l'on voit. Là aussi, évidemment, le monde a découvert avec stupeur qu'on pouvait voir l'intérieur du corps d'un humain sans devoir le disséquer. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. D'abord par le nombre de spires de fil, donc on peut obtenir des tensions plus élevées, et surtout par son interrupteur. Donc là-bas, c'était un interrupteur, je dirais magnétique, avec une certaine inertie. Ici, on a pris comme interrupteur un interrupteur entraîné par un moteur. Dans ce récipient-ci, il y a du mercure dans le bas. Quand le moteur tourne, il entraîne dans le bas une toute petite pompe qui prend le mercure et qui le crache, si je puis dire, vers les côtés. Or, sur les côtés, tourne un cylindre découpé en zigzag. Alors, parfois, le jet de mercure touche une pointe, le courant peut passer. Parfois, il passe entre deux pointes, le courant ne passe pas. Ce qui fait que quand ceci fait un tour, le courant primaire de la pile est coupé et remis une dizaine de fois. Donc le nombre de coupures sont beaucoup plus importantes. C'est un moteur en courant continu, 65 volts. Alors, et justement, les pères lazaristes, quand ils ont créé leur première installation, leur première centrale, si je puis dire, électrique, c'était une installation avec du courant continu, une dynamo, en 65 volts. Donc ils ont acheté à ce moment-là, c'est-à-dire en 1895. Alors ici, je fais tourner l'interrupteur, je fais arriver le courant primaire dans la bobine de Ruhmkorff et je fais une étincelle de 6-7 cm, donc j'ai là affaire à 670 000. Pardon, 670 000. En quelque sorte, je morcelle la décharge d'ici en une quantité de petits morceaux. Si ça réussit, c'est bien. Laboratoire de physique au deuxième étage là, du bâtiment des classes, là où tu as eu des cours de physique au début. Alors tu vois, Röntgen, lanterne de projection, table d'expérimentation, lampe à arc. Donc il y avait là des interrupteurs qui alimentaient les différents secteurs de son domaine d'expérience. Donc tout ça, ça fonctionnait grâce à des piles. Ceci, téléphone, idem, fonctionnait à l'aide des piles. Donc ça c'est le central téléphonique du Collegium Marianum du temps des Lazaristes. Voilà le téléphone central. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Heureusement, celui-là, on l'a trouvé non démonté, parce qu'il était fermé à clé et que la clé avait disparu. Sinon, l'autre on l'aurait démonté. Alors ça, c'est le microphone. Ça, ce sont les écouteurs. Alors le microphone, ben, c'est simplement une planchette derrière laquelle il y a des charbons, des morceaux de charbon calés de manière relativement libre entre deux autres charbons. Ce qui fait que quand on parle, il bouge et fait un contact électrique plus ou moins mauvais, ou plus ou moins bon. Et c'est ce courant variable créé ainsi que l'on envoie dans le récepteur. Alors on a remis en service un récepteur dans l'autre grenier
Et on s'est effectivement téléphoné entre les deux. À l'époque, les lazaristes avaient comme source de courant pour cette installation 2 piles clochers qui sont ici dans la boîte, que nous n'avons pas remis en service. Quand on veut téléphoner, nous mettons une pile comme ça, de ce côté-ci et de l'autre, et ça va très bien. On sonne avec ça, et puis quand on a sonné de l'autre côté, on décroche, et ici on choisit à qui on veut téléphoner. Donc il y avait la position de repos, la porte d'entrée, le père Hammerstein, le père Dautzenberg, le père Botruba, le père supérieur, le père Kogel et la pharmacie. Bon, pour nous, quand il doit servir, il faut qu'on le mette sur Botruba. Les autres lignes n'ont pas été mises en service. Et celui-ci, il y a dans ces boîtes un système d'horlogerie qui fait avancer, quand on le décale, qui fait avancer. Ah non, celui-ci, il faut un protracteur, comme à l'horloge de l'escalier. Dans celui-ci, c'est avec un ressort. Quand je décale l'horloge, elle se met à tourner bien doucement, elle entraîne le papier. Le papier, pendant qu'il se déroule, passe devant un rouleau encreur. Et si maintenant j'envoie du courant dans cet électroaimant, il y a une pointe qui va appuyer contre le papier, qui pousse le papier contre le rayon encreur, contre le rouleau encreur. Donc, je le mets en marche. Voilà, j'ai fait SOS, mais à la fin, il y a eu des ratés parce que le papier n'avançait plus bien. Je vois pourquoi. C'est le rouleau qui est trop desséché. Donc 3 longs, 3 courts. Il faut que je le mouille pour qu'il fonctionne de nouveau. Celui-ci est plus primitif encore. Il n'y a pas de rouleau encreur. Il y a une pointe métallique ici qui griffe dans le papier et qu'il faut régler avec précision. Si ça griffe trop fort, il déchire tout. Si ça griffe trop peu, on ne voit rien. Donc celui-là fonctionne avec un protracteur. Celui-ci, il a été fait à Berlin par un certain monsieur Zemmert, je crois, mécanicien royal de la cour, mécanicien de la cour royale. Donc à l'époque où à Berlin, c'était encore le roi de Prusse, avant qu'il ne devienne empereur, que les élèves appellent SMS, parce qu'il met lettre par lettre. Bon, celui-là, ce n'est plus sur une pile, celui-là, c'est avec une dynamo. Donc quand je tourne ici la manivelle, je fais tourner une dynamo ici en dessous, qui crée du courant, et ce courant est envoyé par des fils qui sont sous le plancher vers l'appareil qui est là-haut. Alors, si tu le laisses comme ça, tu vas tourner d'un coup de lui. Exactement. Et en principe, si au départ ils sont tous les deux sur la même lettre, quand je m'arrête, il va encore être sur la même lettre. Pour faire de la lumière à partir de l'électricité, c'est la lampe à arc. Voici le principe. C'est Volta qui a inventé la pile en 1800. Et c'est Davy qui a inventé le principe de la lampe à arc peu de temps après, donc vers 1805-1806. Si je prends 2 charbons, les charbons de Cornu, que je les relie à un générateur électrique, mettons que ce soit moi, et que je fais ça, ben, ça fait un court-circuit. Et si le contact n'est pas trop bon, ben, ça chauffe et il va y avoir une décharge électrique et de la lumière entre les deux. Ça, c'est le principe de la lampe à arc. Pour que la lampe à arc fonctionne, il faut donc lui fournir du courant, généralement continu au départ en tout cas,
Voici une lampe à arc qui doit provenir d'un appareil de projection où on rapproche les deux charbons, comme ça, en tournant la manivelle. Et puis il y a une autre manivelle pour le mettre à la bonne hauteur par rapport à la dia, et un autre pour l'orienter latéralement pour qu'il soit vraiment bien derrière l'image. Donc moi, je me servirai uniquement de celle-là. Maintenant, je les rapproche. Voilà, ça donne une lumière très petite, mais très puissante. Ce qui fait que pour un appareil de projection, c'est parfait. Alors, quand on les écarte, d'abord, la lumière devient plus grande et plus intense, et puis elle se coupe. Ou elle se coupe aussi lorsque les charbons se consument, ce qui fait que quelqu'un doit être derrière pour toujours les rapprocher. D'où l'idée d'essayer de faire des appareils dans lesquels les charbons se rapprochent d'eux-mêmes. C'est ce qu'on appelait des régulateurs. Alors voici un régulateur qui a été démonté, l'enveloppe est démontée. Je vais faire fonctionner celui-là pour expliquer le principe. Alors là-dedans aussi, il y a un système d'horlogerie dont vous avez vu le pendule le pendule il est ici et qui fait bouger ces pièces-là. Alors, pour le moment, l'horloge est à l'arrêt. Si j'envoie du courant dedans, ceci se transforme en électroaimant, attire ça, libère l'horloge, et le protracteur de l'horloge, c'est ça. Et puis, quand ceci est descendu suffisamment pour que les deux charbons se touchent, alors le courant va passer par là, et à ce moment-là, ceci se transforme en électroaimant qui a comme effet de maintenir ce charbon-ci vers le bas, et à travers de cet axe dans lequel il y a une tige, bloquer l'horloge pour que l'autre ne suive plus. Et quand les charbons deviennent trop courts, la flamme devient trop faible, le courant qui passe est faible, l'électroaimant est faible, donc il relâche le charbon du bas qui remonte. Le charbon qui remonte libère le charbon qui descend, et quand ils se retouchent, il va de nouveau se faire la même chose. Donc quand ils vont se toucher, celui-ci va reculer pour qu'on ait l'écart nécessaire pour avoir une flamme de grandeur appréciable, et puis ça se régule tout seul. Mais évidemment, c'est très désagréable à regarder, parce que c'est beaucoup trop intense. Voilà, et puis ça se stabilise. Je vais l'arrêter. Je signale en passant qu'il utilise 6 ampères, ce qui est énorme, et qu'il travaille en 50 volts. Quand le champ magnétique est créé par des aimants fixes, alors qu'on parle de dynamo quand le champ magnétique est créé par des électroaimants. Donc celle-ci, machine magnétoélectrique Siemens, qui date de 1896. Alors si je fais tourner la bobine entre ces il se crée un courant. Mais c'est insignifiant, hein, ce n'est pas utilisable dans l'industrie, ni même pour l'éclairage dans une maison. Ce sont des appareils qui ne sont pas de rendement extraordinaire. La dynamo de Latte, elle, ça c'est une dynamo, donc là aussi il y a un bobinage qu'on fait tourner là au milieu entre les deux entrefers d'un électroaimant. Alors on pourrait me dire, oui, mais l'électroaimant, il faut lui donner du courant pour qu'il devienne aimant. Donc on a besoin de courant pour pouvoir faire fonctionner la dynamo. Ça a l'air d'être un cercle vicieux. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que à l'intérieur de ces bobinages, il y a une âme, si je puis dire, en fer doux. Or, ce fer garde un tout petit peu de magnétisme.
le magnétisme rémanent. Et à cause du tout petit peu de magnétisme qu'il y a assez pour que ça démarre. Et alors, une fois que ça démarre, une partie du courant de la dynamo est envoyée dans ce bobinage-là, et le plus gros du courant fourni est envoyé dans l'appareil qu'on veut utiliser. Alors, celle-ci, c'est une dynamo qu'on appelle compound, composée, c'est-à-dire que pour l'électroaimant, il y a deux parties. Il y a une partie qui est montée en parallèle avec la dynamo. La dynamo fournit du courant, et bien une petite partie de ce courant va dans un de ces bobinages pour créer un champ magnétique, et le reste du courant passe à travers d'un autre bobinage qui passe aussi par l'appareil utilisation. Ce qui fait que plus on utilise de courant à l'extérieur, plus ce bobinage-là en reçoit aussi. Donc le champ magnétique devient de plus en plus fort si on utilise beaucoup de courant. Mais évidemment, il faut respecter les limites de la machine. Oui. Bon, alors pour l'entraîner, on n'en veut pas ce qu'il faut pour le faire à la main. Alors on l'entraîne par un moteur électrique, ce qui est un peu une aberration. Donc comme ceci, elle donnait 35 volts. Elle peut en donner 50, théorique. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué que les deux lampes s'allumaient progressivement. Eh bien, ça, c'est dû au fait qu'au départ, le champ magnétique dans lequel le rotor tourne est très faible, puisque c'est simplement le magnétisme rémanent du bloc de fer. Et puis, au fur et à mesure que l'appareil fournit du courant, il l'envoie dans son bobinage. Donc, le champ magnétique devient plus puissant. Je le refais une fois. Et c'est le principe de cet ampèremètre-ci, c'est le peson des chiffonniers. Il y a un ressort à l'intérieur. Et quand le courant passe dans ce bobinage, il aspire cette pièce-ci devant l'échelle. Et quand le courant devient plus faible, le ressort le fait revenir. Alors celui-ci, l'acheteur a dû le graduer lui-même, par comparaison avec un autre appareil. Donc la graduation est faite à la main. Et ça a été fait à Aix-la-Chapelle par un certain DEW le 6 janvier 1892. Il fonctionne évidemment, mais je ne dis pas que les mesures qu'il fournit sont précises. Donc, en fait, il fonctionne. Il fonctionne. Dire que la première dynamo vraiment utilisable au point de vue industriel, c'est celle de Zélogramme en 1870. Celui-là veut bien fonctionner. Alors celui-là, tantôt je t'ai montré les petits tubes allumés avec la bobine de Ruhmkorff. Eh bien celui-ci, il est prévu pour que entre ces branches-là, on fixe ces tubes-là, et là, on raccroche la bobine de Ruhmkorff. Donc les tubes sont allumés et tournent pour le plus grand plaisir de l'observateur. Alors il y en a que je ne fais pas fonctionner, par exemple celui-là, parce que pour faire les contacts qui doivent changer de place, on doit verser du mercure dans ces deux rainures. Bon. J'ai l'impression que je dois les lubrifier. Alors normalement celui-ci, voilà. Donc c'est vraiment
ce qu'il y a de plus primitif au point de vue moteur. Alors, c'est du matériel de laboratoire pour expliquer aux élèves le principe de fonctionnement. Notamment Edison a inventé l'ampoule à filament. Donc là, le problème c'était faire chauffer un filament, il devient lumineux, mais avec l'oxygène de l'air, il se coupe tout de suite. Donc, il l'enfermait dans une boule de verre, dans une ampoule de verre. Il pompait l'air dehors. Ces petits bouts qui sont là au-dessus, on pompait l'air, on chauffait avec un chalumeau, le verre devient mou. Et puis la pression atmosphérique l'écrase. Il suffit de casser le tube au-dessus. Alors, ces 4 ampoules-ci, ce sont des 65 volts. Donc ça, c'est de l'installation qui a été abandonnée en 1909. Vous remarquerez, et je n'ai pas allumé les réchauffantes, la chaleur que ça fait. C'est pour ça que maintenant, les lampes à incandescence ne sont plus en hauteur de sainteté, puisque plus de 90% de l'énergie fournie là-dedans part en chaleur. Donc ce qu'on cherche, c'est la lumière. Je vais vous montrer 2 choses, la machine à vapeur et le modèle de laboratoire de Bélier. Donc voilà une machine à vapeur. Malheureusement, il manque la chaudière, une petite génératrice dessus, c'est un alternateur en fait. Voilà, je lui donne un petit coup de main. Allez, vas-y. Oh, ça va. Voilà. Bon, maintenant, elle tourne à vide. Donc, elle va simplement vaincre les résistances des différentes articulations. Maintenant, je lui fais débiter du courant. Maintenant qu'elle travaille, évidemment, elle fait. Ce sont des laits qui doivent normalement être alimentés en courant continu, comme c'est de l'alternative. Alors il y a même un régulateur de watts dessus, c'est-à-dire qu'avec la force centrifuge, ça s'ouvre, ça actionne une tige qui diminue l'arrivée de vapeur pour qu'elle ne s'envole pas. Bon, je coupe le chauffage. Plus les vapeurs qui arrivent et c'est fini. Alors, le freinage que vous avez vu, donc il montre que quand le courant travaille, il a des difficultés, donc il y a le freinage. Eh bien ça, on peut l'illustrer derrière le dos de José. C'est un petit aimant en main. Je le lâche dans ce tube de matière plastique. Il est tout de suite en dessous. Vous allez me dire la belle affaire. Ici, j'ai un tube de cuivre. Je le lâche dedans. Ben oui, il est. Ah, Il est coincé. Ah non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant que cet aimant se déplace, il induit du courant dans le tube de cuivre. C'est un peu comme une bobine d'une seule spire. Oui. Alors, comme elle est fermée, c'est-à-dire en court-circuit, tout le courant qu'il fabrique est consommé bêtement en chauffage très léger. Enfin, tout est consommé entièrement. C'est comme si je court-circuitais une dynamo. Mais ça bouffe de l'énergie, donc de l'énergie potentielle. Donc ça m'évite. Voilà. Le bélier hydraulique en tant que tel, c'est cette partie-ci, qui dans la réalité est en fonte et qui se trouve enfouie sous terre à 2-3 mètres de profondeur. Voilà notre réserve d'eau, la rivière. Je vais d'abord vous faire fonctionner un peu. Et là, pour avoir un certain débit et une certaine pression, voilà le bélier qui se met en route. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc l'eau qui arrive du ruisseau coule ici dedans et ressort là-bas. Seulement, cette pièce-ci, qui est relativement légère, finit par flotter. Or, quand elle flotte, elle bouche l'écoulement. Donc l'eau qui arrivait à un certain rythme et qui est brutalement bloquée est projetée en arrière. C'est ça que le coup de bélier est projeté en arrière. Et elle ne sait pas aller par là à cause de toute la colonne d'eau qui l'en empêche. Alors elle va ici, où il y a de nouveau une soupape qui s'ouvre et qui laisse entrer un peu d'eau avant de retomber.
Mais au-dessus, il y a de l'air qui s'est comprimé. Eh bien, cet air comprimé se redilate et envoie dans ce tube-ci une partie de l'eau qui était dedans. Donc l'œuf en fond ici, c'est la boule dans laquelle il y a l'eau qui remonte, et ça, c'est la soupape qui danse. Ah oui. Alors les coups de bélier qu'il donne, et ces bruits sont conduits par les tuyaux. Ça s'entendait jusque dans le haut des bâtiments, et celui de l'école a fonctionné juste avant la dernière guerre, jusque vers 40.